Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sigle de 3 lettres qu'on voit absolument partout, RSE, Ah oui? responsabilité sociale de l'entreprise. C'est sur tous les sites, dans tous les rapports annuels. On a l'impression que c'est devenu un passage obligé. Une sorte de case à cocher. Exactement. Alors, pour notre discussion, on a 3 textes, 3 définitions très courtes qui, ensemble, devraient nous aider à y voir plus clair. Notre mission, si on peut dire, c'est de gratter un peu ce vernis marketing pour comprendre ce que ça implique vraiment. Hmm. On va essayer de répondre à une question de fond. Est-ce que l'identité même de l'entreprise est en train de changer au XXIe siècle? C'est toute la question en fait. Et j'aime beaucoup cette idée de gratter le vernis, parce que ces textes, ils montrent bien que ce n'est pas juste une tendance cosmétique. Non. Ils décrivent une vraie lame de fond, une transformation dans la façon dont on perçoit le rôle d'une entreprise dans la société. On quitte une vision très simple, où l'entreprise est juste une machine à profit. Oui, la vision un peu caricaturale. C'est ça, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus complexe, de plus intégré. Ce qui est fascinant ici, c'est de voir comment ces définitions se complètent pour dessiner les contours d'un vrai changement de paradigme. J'aime bien ce terme, changement de paradigme, parce que ça suggère une transformation qui est autant subie que choisie par les entreprises. Alors, commençons par le concret. Le premier document nous donne une définition très pragmatique. Très direct, oui. La RSE, c'est, et là je cite, tout ce que l'entreprise met en place pour améliorer l'environnement, qu'il soit humain, social, naturel, et limiter ses impacts négatifs. Mais la partie qui m'a vraiment interpellée, c'est la suite. Concrètement, c'est un plan d'action. Ah oui? Là, on n'est plus dans les belles paroles. Non. Et ce choix de mots est déterminant. Un plan d'action, ça nous sort tout de suite de la simple déclaration d'intention. Ou de la philanthropie. Exactement. On ne parle pas du chèque annuel à une association ou de la journée où on va planter des arbres pour la photo. Un plan, ça veut dire une stratégie, une démarche structurée. Avec des objectifs, des moyens. Des objectifs précis, des moyens alloués, des indicateurs pour mesurer les progrès, et puis des comptes à rendre. C'est intégré au cœur de la gestion de l'entreprise au même titre que la stratégie commerciale ou financière. Donc en fait, si je suis bien, ce n'est pas une activité à côté, mais une manière différente de mener toutes les activités de l'entreprise. Le texte mentionne des finalités comme adopter les meilleures pratiques possibles ou contribuer au progrès social. Ça sonne très ambitieux quand même. On dirait que l'entreprise ne doit plus seulement s'abstenir de faire du mal, mais qu'elle a une nouvelle mission, faire le bien activement. C'est un glissement très important. On passe d'une logique réactive, on a pollué donc on va nettoyer, à une logique proactive. D'accord. Adopter les meilleures pratiques, ça veut dire chercher l'excellence au-delà de ce que la loi exige. J'ai commencé ma carrière à une époque où la seule question en conseil d'administration, c'était combien ça rapporte. C'est ça. Aujourd'hui, dans de plus en plus d'entreprises, la question devient combien ça rapporte et à quel coût pour la planète et pour les gens. Le logiciel n'est plus le même, quoi. Ok, donc on a cette mécanique interne, ce plan d'action. Mais la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui pousse une entreprise à mettre ça en place? La simple bienveillance des dirigeants, j'y crois assez peu. On peut en douter. Et c'est là que le deuxième texte devient crucial, non? Il semble nous donner un élément de réponse. Absolument. Il met le doigt sur la pression extérieure. Il explique que la RSE vise à, je cite, « mieux concilier les attentes de la société civile avec les finalités socio-économiques des entreprises ». Le verbe concilier est très fort. Très fort, oui. Il implique une négociation, une recherche d'équilibre et donc une tension. L'entreprise n'est plus seule maîtresse à bord, elle ne vit pas dans sa tour d'ivoire, elle est observée, jugée. Par les ONG, les consommateurs. Ses propres employés même. Et le texte précise bien que cette attention s'est accrue depuis 20 ans, ce qui montre que ce n'est pas une mode passagère. Et pour comprendre cette tension, le texte utilise un concept qui me semble central, les externalités négatives. Il dit que les entreprises doivent chercher à les réduire. C'est un terme un peu technique, mais j'ai l'impression que c'est la clé de tout. C'est quoi concrètement une externalité négative? C'est le cœur du réacteur. Pour faire simple, une externalité négative, c'est un coût qui est généré par l'activité d'une entreprise, mais qui n'est pas payé par l'entreprise. Il est payé par la collectivité. D'accord. L'exemple classique, c'est l'usine qui pollue une rivière. L'entreprise vend ses produits, elle fait son profit, mais le coût de la dépollution de l'eau, les problèmes de santé pour les riverains, la perte de biodiversité, Ah oui, tout ça, c'est la société qui paye. c'est ça. Ce n'est pas sur la facture de l'entreprise. Et j'imagine que ça s'applique aussi à des choses plus actuelles. Bien sûr, pensez à une plateforme de livraison de repas. Une externalité négative évidente, c'est la montagne de plastique des emballages. La gestion de ces déchets, c'est un coût pour la municipalité. Oui,
Logique. Mais il y en a une autre, plus sociale, la précarité des livreurs. Ce sont souvent des auto-entrepreneurs sans protection sociale. En cas d'accident ou de maladie, c'est le système de santé publique, donc la collectivité, qui paye. Je vois. Une démarche RSE pour cette entreprise, ce serait d'internaliser ses coûts. Par exemple, en finançant le recyclage et surtout en offrant de vrais contrats de travail à ses livreurs. C'est beaucoup plus clair. Donc, la démarche RSE, c'est un peu forcer l'entreprise à payer l'addition complète de son activité, Exactement. au lieu d'en laisser une partie cachée à la société. C'est un rééquilibrage, en fait. C'est exactement ça. On demande à l'entreprise de devenir comptable de l'ensemble de son empreinte, pas seulement son empreinte financière. Elle doit reconnaître sa responsabilité sur toute sa chaîne et agir pour réduire ses impacts. C'est un changement de perspective qui est radical. Cette idée d'internaliser les coûts, ça change tout. Parce que si une entreprise doit soudainement payer pour sa pollution ou son impact social, son modèle économique n'est plus le même. Et ça nous amène directement à la question fondamentale que pose le troisième texte. À quoi sert une entreprise, au fond? Voilà. Il commence d'ailleurs par une phrase qui est une véritable bombe. L'entreprise n'est plus réductible à un pur agent économique. En gros, il nous dit « Stop ! Une entreprise, ce n'est pas juste une machine à cash. » C'est une remise en cause frontale de l'idéologie qui a dominé pendant des décennies. L'idée de Milton Friedman pour qui la seule responsabilité de l'entreprise était de maximiser le profit pour ses actionnaires. Point. C'est ça. Ce texte, et le mouvement qu'il décrit, dit que cette vision est obsolète, mais il le fait de façon assez fine. Il ne dit pas que le profit n'est plus important. Il précise, et la nuance est essentielle. Certes, le profit reste une contrainte vitale de l'entreprise, mais il n'est pas la seule finalité. Mhm. L'analogie qui me vient, c'est celle de l'oxygène pour un être humain. C'est indispensable pour vivre, c'est une contrainte vitale, mais personne ne dirait que le but de sa vie, c'est de respirer. L'analogie est parfaite. Et le point crucial de ce troisième document, c'est qu'il nous dit que ce n'est plus seulement une question philosophique ou morale. Il ancre ce changement dans la loi. Ah bon? C'est écrit noir sur blanc. Le droit stipule désormais que l'entreprise doit prendre sa part de responsabilité dans le développement collectif. On sort du volontariat, on entre dans le champ de l'obligation. Attendez, là je le tique un peu. Le droit stipule désormais. Ça veut dire que c'est concret, que ça a une traduction juridique. Une entreprise peut être tenue pour responsable si elle ignore son impact social. Oui, et ce n'est pas de la science-fiction. En France, par exemple, la loi Pacte de 2019 a été une étape majeure. Elle a modifié le Code civil D'accord. pour y inscrire que toute société doit être gérée en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Plus encore, elle a créé la possibilité pour les entreprises d'adopter une raison d'être ou même de devenir société à mission. Le droit a acté que la finalité d'une entreprise pouvait dépasser le seul profit. D'accord, mais cette vision de l'entreprise qui doit contribuer au développement collectif, est-ce que ce n'est pas un peu dangereux? On demande à des entités privées, dont le but reste quand même de faire de l'argent, de définir ce qui est bon pour la société. Ce n'est pas le rôle de l'État, normalement. C'est une excellente question, et c'est un des grands débats actuels. Il y a un risque, bien sûr. On ouvre la porte à une sorte de capitalisme moralisateur, non? Le rôle premier de l'État reste de fixer les règles du jeu. L'idée ici n'est pas que l'entreprise remplace l'État, c'est plutôt qu'on reconnaît que ses activités ont des conséquences si puissantes qu'elle ne peut plus s'en désintéresser. D'accord. On lui demande d'agir dans son périmètre. On ne demande pas à un constructeur automobile de résoudre la crise du logement. Non, bien sûr. Mais on lui demande de produire des voitures moins polluantes et de garantir de bonnes conditions de travail dans ses usines. Il s'agit de responsabilité, pas de substitution. Ok, c'est plus clair. Bon, essayons de reprendre le fil. Si on assemble les pièces du puzzle de nos trois sources, on a une vision qui se dessine. Au début, on a la mécanique interne. La RSE, c'est avant tout un plan d'action concret. C'est la salle des machines. Sans ça, tout le reste, c'est du vent. Ensuite, on a le moteur. Cette mécanique est enclenchée par une pression de la société qui exige que l'entreprise assume ses fameuses externalités. Qu'elle arrête de faire payer ses factures cachées à la collectivité, oui. C'est la tour de contrôle en quelque sorte. C'est ça, la pression extérieure qui donne la direction et la légitimité au changement. Il y a une redéfinition légale et philosophique du rôle de l'entreprise. Sa finalité n'est plus seulement le profit, Mais une contribution positive à la société, en intégrant les enjeux sociaux et environnementaux. et cette nouvelle destination a des conséquences très pratiques.
Absolument. Elle change la manière dont les entreprises sont évaluées. Les consommateurs sont de plus en plus attentifs. Les jeunes talents, pour qui la quête de sens est primordiale, choisissent leur employeur en fonction de sa culture RSE. Et même la finance s'y est mise. Surtout, le monde de la finance. Les investisseurs intègrent de plus en plus de critères extra-financiers, les fameux critères ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance. Une entreprise qui pollue beaucoup est maintenant considérée comme un investissement plus risqué. Ce qui veut dire que bien se comporter devient aussi un enjeu de performance financière. La boucle est bouclée. Exactement. Et ça nous amène au grand défi actuel. Si la performance d'une entreprise n'est plus seulement financière, comment est-ce qu'on mesure le reste? C'est une bonne question. Comment mesurer de manière fiable l'empreinte carbone, le bien-être des salariés, l'impact sur la biodiversité? C'est un enjeu colossal, car sans mesure fiable, la porte est grande ouverte au greenwashing. Oui, et la communication de façade. C'est ça. Une communication qui masque une absence de changement réel. La bataille de la RSE aujourd'hui, elle se joue sur le terrain de la transparence, de la mesure et de la preuve. On voit bien que derrière ces 3 lettres, RSE, il n'y a pas un concept fumeux, mais une transformation profonde qui redessine les règles du jeu économique. C'est une nouvelle manière de penser la place et la responsabilité de l'entreprise. Oui, tout à fait. La logique de ces textes est claire. La société, par la pression citoyenne et par la loi, exige des entreprises qu'elles deviennent des acteurs plus complets, plus responsables, Qu'elles prennent leur part. qu'elles prennent leur part dans la construction d'un futur plus soutenable. C'est une conclusion assez forte, je trouve. Oui. Et ça nous laisse avec une réflexion pour la suite. Si l'entreprise a de nouvelles responsabilités, imposées par la société, quelle est alors la part de responsabilité des individus? C'est-à-dire. En tant que consommateur, en tant qu'épargnant, ou même en tant que salarié, quelle est notre part pour s'assurer que ces principes soient réellement appliqués et ne restent pas de simples déclarations d'intention? Si on demande des comptes aux entreprises, ne doit-on pas aussi s'en demander à nous-mêmes?